Renaud Piarou, spécialiste des maladies infectieuses et professeur de parasitologie à l'hôpital de la Timone à Marseille, mondialement reconnu pour son expertise du choléra, a révélé que les casques bleus népalais envoyés en Haïti par l'ONU dans le cadre de la MINUSTAH, mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, sont à l'origine de la plus grave épidémie de choléra qui a eu lieu dans le monde durant ces 20 dernières années. Je suis à la fois professeur de médecine et praticien hospitalier, c'est-à-dire je travaille à la faculté de médecine de Marseille et à l'hôpital de la Timone, où je dirige le laboratoire de parasitologie et mycologie sur des maladies infectieuses, dont certaines sont des maladies tropicales. Ce qui m'intéresse depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, c'est les épidémies de choléra, pour avoir été confronté à des épidémies meurtrières et m'être aperçu qu'il y avait du travail à faire de recherche pour mieux comprendre comment elles fonctionnaient. Dans quel cadre avez-vous été confronté aux épidémies de choléra? J'ai beaucoup travaillé pour Médecins du Monde, donc comme responsable de mission dans différents pays. Et la première fois, ça a été en 1994, après le génocide rwandais. Et étant pédiatre de formation, j'étais parti avec Médecins du Monde pour m'occuper d'enfants non accompagnés. Et c'était en pleine épidémie de choléra. Donc c'est la première fois que j'ai été confronté. Quels sont les symptômes et quel est le mode de transmission? Dans la grande majorité des cas, c'est simplement une diarrhée banale. Mais peut-être 10%, 15% des cas vont avoir une diarrhée plus intense, avec une déshydratation, perte d'eau, par la diarrhée, par les vomissements. Et c'est cette déshydratation qui est dangereuse, parce que dans les formes les plus graves, en quelques heures, on perd 10, 20% du poids du corps, et en fait, on se dessèche et on meurt de déshydratation. C'est une maladie qui se transmet essentiellement par les eaux souillées. C'est le fait de boire des eaux qui ont été contaminées par des matières fécales, par l'alimentation souillée, par les mains souillées. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une maladie du péril orofécal. C'est tout un problème d'hygiène et de mode de vie. Bien sûr, ici, par exemple, on a une eau qui est traitée au robinet, la chaîne est cassée, enfin, et donc il n'y a pas de risque. Mais dans certains pays où la population est amenée à boire les eaux de surface, elles sont facilement contaminées. Il suffit qu'il pleuve pour que tous les écoulements viennent sur les eaux de surface, et à ce moment-là, le cycle peut se faire. Quels sont les principaux pays dans lesquels on trouve encore du choléra? Alors, on a traditionnellement des cas de choléra dans le sud de l'Asie, autour du golfe du Bengale. L'Inde, le Bangladesh sont des pays où il y a du choléra en assez grande quantité, mais on ne sait pas exactement, parce qu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de compte-rendu régulier sur la situation du choléra dans ces pays-là. Il y a pas mal d'épidémies de choléra en Afrique subsaharienne, mais pas partout. Il y a des endroits qui se passent très bien du choléra. Au Sénégal, il n'y en a pas, par exemple. Et puis, dans le reste du monde, essentiellement donc en Haïti et dans la République dominicaine, qui ont du choléra, mais depuis simplement 6 ans, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Quelle est la raison de l'apparition du choléra en Haïti en 2010? Donc, comme je l'ai dit, il y a du choléra en Asie du Sud. J'ai parlé du Bangladesh et de l'Inde. À côté, il y a aussi le Népal. Alors le Népal n'a pas du choléra régulièrement, mais en 2010, il y a eu une épidémie de choléra. Et très peu de temps après, enfin, en pleine épidémie de choléra, des soldats, des casques bleus de l'ONU venant du Népal ont été installés quelque part au milieu de la campagne haïtienne, dans un camp qui avait un système de traitement des eaux usées absolument inexistant en réalité, puisqu'il s'agissait de les éparpiller simplement dans la nature. Donc ces soldats ont eu une épidémie de choléra dans le camp. La fosse septique s'est remplie de matière fécale largement contaminée par le choléra. Et comble de malchance en plus, le contracteur haïtien chargé d'évacuer les matières fécales n'a pas fait correctement son travail et a tout évacué dans un affluent de la rivière Artibonite.
Et c'est ce qui a contaminé de manière massive le fleuve Artibonite. Quelle était la raison de la présence de ces casques bleus népalais en Haïti? En réalité, il y a une mission de stabilité, ça s'appelle la MINUSTA, Mission des Nations Unies pour la stabilité d'Haïti, en place depuis 2004, dans un contexte où on craignait des troubles civils au niveau d'Haïti. Et depuis cette période-là, les casques bleus sont là. Donc ils ne sont pas arrivés en lien avec le tremblement de terre qui a eu lieu en 2010, mais du fait du tremblement de terre, leur mission a encore été prolongée, et c'est à ce moment-là que l'épidémie de choléra a démarré 9 mois après le tremblement de terre. Géographiquement, où se trouve la rivière Artibonite? L'Artibonite est juste au milieu d'Haïti, en quelque sorte. C'est le principal fleuve qui circule en Haïti, au nord de Port-au-Prince. Et l'Artibonite, en plus, c'est un fleuve qui se termine par un delta dans une plaine. Et ce delta est une plaine qui sert à la culture du riz. Au moment où ce fleuve a été contaminé, pendant les quelques heures où il a charrié le contenu de cette fosse septique, des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans les champs à quelques dizaines de kilomètres plus au nord-ouest. Et ces personnes ont bu l'eau, et donc ça a démarré l'épidémie de manière extrêmement explosive, avec des milliers et des milliers de cas de choléra du jour au lendemain. Sait-on pourquoi les eaux souillées du camp ont été déversées dans la rivière? Dans le cas présent, l'ONU avait passé un contrat avec une compagnie haïtienne, ne contrôlait rien de ce qui se passait. Un camion arrivait une fois par semaine, vidait les toilettes. Ces toilettes étaient habituellement déversées, enfin le contenu des toilettes était habituellement déversé dans une espèce de fosse à ciel ouvert à côté d'un petit village. En réalité, quand il pleut, cette fosse se vide dans les cours d'eau. Et là, dans le cas présent, il semble bien que ça a été même déversé directement dans un cours d'eau. Si on faisait ça, on serait tous morts en Europe, hein, si on s'amusait à faire ça. Donc c'est une négligence qui est loin d'être un coup de malchance. Connaît-on le nombre de soldats présents dans le camp? Il y avait à l'époque un contingent d'à peu près 1 millier de soldats népalais, et plus de 400 étaient dans ce camp-là. L'ONU savait que les militaires avaient le choléra? Ce que les militaires népalais devaient savoir, et leurs médecins, à coup sûr, c'est qu'ils avaient une épidémie de diarrhée. Ils savaient aussi qu'ils venaient d'un endroit où il y avait eu du choléra. Je pense qu'à ce niveau-là, l'ONU savait, au niveau des soldats. Ensuite, jusqu'où c'est monté dans la chaîne de commandement, on ne saura jamais. Quelle a été la séquence de propagation de l'épidémie? L'arrivée des soldats népalais dans ce camp, c'est le 9 octobre 2010. Finalement, le premier cas haïtien confirmé a eu ses symptômes qui ont commencé le 14 octobre. Entre les deux, je pense que le choléra avait déjà commencé à diffuser à l'intérieur du camp népalais. Il a commencé à y avoir des cas très suspects. Le choléra n'existait pas en Haïti à cette époque-là. Donc les médecins cubains qui aidaient dans un hôpital à proximité ont repéré une augmentation anormale de cas suspects le 16 et 17 octobre. Et le 18 octobre, ils signalent cette épidémie au niveau central en Haïti, au ministère de la Santé. À partir du 20 octobre, on a des milliers de cas de choléra dans l'Artibonite. 2 jours avant, on avait des centaines de cas autour de Mirebalais, là où travaillaient les médecins cubains. C'est allé très très vite. Habituellement, quel est le temps nécessaire à la contamination? D'habitude, on a une transmission péridomestique, interhumaine. Elle va contaminer des personnes dans son entourage immédiat, et le temps d'incuber la maladie, de contaminer quelqu'un, on va dire que tous les 2 jours, 3 jours, de nouvelles contaminations, une nouvelle génération de contamination se fait. En faisant comme ça, il faut quand même des semaines avant d'arriver à des milliers de cas. Par contre, dans le cas d'Haïti, le passage par le fleuve Artibonite, le fait d'avoir déversé
une quantité très importante de matière fécale contaminée, hautement contaminée dans le fleuve, a fait que le même jour, quasiment à la même heure, des dizaines de milliers de personnes se sont contaminées. Connaît-on le nombre de décès liés à cette épidémie? On recense à peu près 70 cas, 70 décès par jour, le 20, le 21, le 22. Mais c'est les décès recensés, on ne sait pas combien il y en a eu en réalité. Et ensuite, à partir de cette contamination de la population de l'artibonite, d'abord il y a des gens qui ont fui, parce que cette maladie les a pris vraiment au dépourvu. Elle est très spectaculaire. Quelqu'un est en bonne santé le matin, peut être mort le soir. Et dans cette période-là, on a recensé plusieurs milliers de décès, donc sur la fin de l'année 2010. Mais en réalité, MSF et Épicentre, qui sont des... Épicentre, c'est un organisme d'épidémiologie qui travaille beaucoup pour Médecins sans frontières, ont fait une étude montrant que, à côté des cas recensés, des décès recensés, il y avait eu beaucoup plus de décès non comptés, inconnus, parce que c'était des personnes qui n'ont jamais été dans les structures de soins, sont décédées à domicile. Quelle a été la réaction de l'ONU suite à ce départ d'épidémie? L'ONU a réagi d'une manière qui m'a surprise, mais je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Dès le début de l'épidémie, on est le 22 octobre, c'est le jour où on a la confirmation que c'est du choléra. Dès ce jour-là, la MINUSTAH, la mission de stabilité de l'ONU, publie un communiqué de presse, c'est assez étonnant, sur cette épidémie et indique que selon le ministère de la Santé d'Haïti, l'épidémie aurait commencé le 24 septembre dans la plaine de l'Artibonite. C'est intéressant parce que c'est donc bien avant l'arrivée des casques bleus népalais et pas du tout là où est leur camp. Donc le problème, c'est qu'on n'a jamais retrouvé la source qui aurait dit que l'épidémie a commencé le 24 septembre à ce moment-là. Et en fait, ça va être la ligne que va adopter l'ONU, c'est d'essayer de faire penser que l'épidémie a démarré dans la plaine de l'Artibonite, le long de la côte, dans une zone d'estuaire où il peut y avoir des conditions climatiques et environnementales favorables à l'émergence du choléra. Du moins, certaines théories scientifiques racontent ça à l'époque. Et pour faire croire ça, eh bien, ils vont modifier les données. Et en particulier, tout ce qui est carte représentant le début de l'épidémie va être modifié. Si vous allez actuellement encore sur le site de la PAHO c'est la Pan American Health Organization, ça représente le déroulé de l'épidémie. Et la première semaine de l'épidémie, cette semaine justement autour du 19, 20, 21, 22 octobre, je crois que c'est du 18 au 24 octobre la semaine précisément, il est indiqué qu'il y a des milliers de cas dans l'Artibonite, mais pas du tout qu'il y a des cas en même temps dans le département du centre qui est un peu en amont, là où se trouve le camp des militaires. Donc la PAHO va essayer de raconter un départ de l'épidémie dans la plaine de l'Artibonite. Pourtant, ils avaient peut-être un peu malencontreusement publié un tout premier rapport, toujours le 22 octobre, qui montrait que le choléra était présent tout le long du fleuve de l'Artibonite. OCHA, qui est l'organisme de coordination des affaires humanitaires à l'ONU, va faire exactement la même chose. Et là encore, on voit le mécanisme parce que au fil des cartes qui sont présentées à partir du 22-23 octobre jusqu'à la fin du mois d'octobre, on voit les légendes des figures changer pour montrer progressivement que l'épidémie a commencé en bas du fleuve et non pas en haut. Ces modifications de cartes ont été faites sciemment?
c'est difficile de dire que c'est par hasard. Quand on voit la première image qui est vraiment, qui laisse aucun doute. Le premier jour de l'épidémie, le 22 octobre, l'OMS, dans un rapport qu'on trouve encore sur Internet, indique les cas à Mirebalais le long de l'Artibonite. Et enfin, c'est tellement évident, là, qu'on sait qu'il y a un fleuve qui coule comme ça, qu'on comprend que le début de l'épidémie a à voir avec le fleuve, la contamination des eaux du fleuve, et jusqu'à ne plus ample informer l'eau allant d'amont vers aval, ça veut dire que la contamination a eu lieu. Où se trouvait le camp avec les... Là. Donc c'est là qu'on trouve les premiers cas, et on les trouve ensuite à Saint-Marc, etc. Donc là, il n'y a pas tellement de doute, et on a même des photos comme quoi ils ont eu cette... et on est sûr, on les voit là tous. Ça, c'est les gens de l'OMS. Là aussi, c'est les cartes de l'OMS qui deviennent de moins en moins explicites. On a vu la première, là on est le 25 octobre, il y a quand même les 2 départements. C'est trop explicite. Donc au fur et à mesure, ce sera de moins en moins explicite. Le premier rapport de la MINUSTAH. Le premier cas de choléra, selon le ministère haïtien de la Santé publique et de la population, a été recensé le 24 septembre dans le bas Artibonite, une zone où une bonne partie de la population, le long du fleuve Artibonite, vit dans des conditions précaires. Déjà, ils indiquaient, les premiers à avoir indiqué le 22 octobre que ça avait commencé dans le bas Artibonite et pas du côté de Mirebalais, évidemment, c'est la MINUSTAH. Donc ils savaient très bien ce qu'ils disaient. Bien sûr, personne n'a retrouvé l'origine de ce 24 septembre, ou que c'est juste du pipeau. Pourquoi ils communiquent là-dessus? Des militaires qui communiquent sur une épidémie de choléra avec autant d'empressement que l'OMS, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et voilà les trucs de Ocha. La première carte, qui est du 25 octobre, déjà il commence à se méfier. Pourquoi? On ne sait pas, parce que quand épidémie de choléra dans l'Artibonite est commune affectée dans le centre. Là, pour le centre, l'Artibonite, c'est pas pourquoi on fait cette distinction entre les communes. On va vite comprendre. On est le 28 octobre, et là maintenant c'est clair, zone de début de l'épidémie de choléra et commune affectée par le choléra. Donc ces communes-là, qui étaient affectées en même temps que celles en vert, et même avant, deviennent affectées après. Ça permet de dire que le choléra a commencé là et pas là. Après, ça permet de faire une figure récapitulative qui montre que ça commence dans l'Artibonite, puis le nord et l'ouest, et enfin le centre. Donc ça ne peut pas être le point de départ. Il arrive sur la 3e, et même là on joue encore 20 octobre, 23 octobre, 30 octobre. Qui est à l'origine de ces cartes? C'est l'ONU, incontestablement. Il s'agissait d'éliminer les cas qui étaient dans le centre au début, de manière à ce qu'on pense que ça a commencé dans l'Artibonite. Ça devient évidemment une rumeur sans aucun sens de dire que ça a commencé chez les soldats. Donc l'OMS a participé à ça, OCHA a participé à ça, le CDC d'Atlanta a participé à ça. Et ça permettait de donner corps à une théorie qui faisait du choléra juste une maladie en lien avec des bouleversements climatiques. Il y a dans les eaux des estuaires, dans les eaux saumâtres, un peu où il y a le mélange d'eau douce et d'eau salée, des vibrio cholérés. Mais ce ne sont pas les vibrio cholérés, donc c'est une bactérie qui vit dans l'environnement, mais ces vibrio cholérés ne donnent pas le choléra parce qu'elles ne sont pas équipées de la toxine qui donne le choléra. Donc ils ne sont pas responsables de la maladie choléra, mais elles ont le même nom que l'agent responsable de la maladie choléra, qui est aussi appelé vibrio choléré. Et en jouant sur cette confusion, l'ONU a essayé de faire penser que c'était ces vibrio cholérés de l'environnement qui s'étaient tout d'un coup transformés pour devenir pathogènes pour l'homme. Et certains scientifiques appuient cette théorie, même si avec ce qu'on sait depuis, on a appris énormément depuis 5 ou 6 ans, cette théorie ne fonctionne pas. Mais à l'époque, cette théorie est fortement défendue par quelques scientifiques américains, et il va y avoir une alliance en fait entre des scientifiques qui vont expliquer des théories du style Perfect Storm, l'orage parfait,
qui est le tremblement de terre qui a modifié le cours des rivières, qui a modifié leur alcalinité, leur acidité, et donc changé l'environnement. Une période avant l'épidémie de choléra relativement chaude, et un cyclone, parce qu'à ce moment-là, un cyclone va arriver en Haïti, qui a tout mélangé et lancé l'épidémie. La seule chose qui ne va pas, c'est que, enfin, les choses qui ne vont pas dans cette théorie, c'est que le tremblement de terre n'a pas lieu au même endroit, mais on va le voir partout. À chaque fois, on associe le choléra au tremblement de terre. Mais ce n'est pas du tout la même zone qui est touchée. Deuxièmement, cette période si chaude n'était pas si exceptionnellement chaude. Et troisièmement, le cyclone, qui s'appelait le cyclone Thomas à l'époque, est arrivé plusieurs semaines après le début de l'épidémie. Mais vu de loin, quand on commence à avoir une confusion dans le temps, dans l'espace, c'est la manière dont l'ONU voulait que le choléra soit expliqué. De cette manière-là, on n'attirait pas l'attention sur les casques bleus et sur la manière dont l'ONU gérait l'évacuation des matières fécales des casques bleus. À quelle date a eu lieu le tremblement de terre? Le tremblement de terre a eu lieu en janvier 2010 et il a fait énormément de dégâts, mais dans l'agglomération de Port-au-Prince et au sud de Port-au-Prince. À Mirebalais, il ne s'est strictement rien passé, et dans cette zone de l'Artibonite, il ne s'est strictement rien passé en rapport avec le tremblement de terre. Où se trouvait le camp? Le camp était à proximité de la ville de Mirebalais, dans le département du Centre, une zone peut-être à 80 km au nord de Port-au-Prince, qui n'a jamais été touché par le tremblement de terre. Pourquoi le CDC ne fait rien? Alors le CDC avait à l'époque des dizaines d'épidémiologistes ou de personnes travaillant dans le domaine de la surveillance épidémiologique en Haïti. Et ce qu'ils n'ont pas fait, c'est d'essayer de retrouver la source de cette épidémie. Donc ils ont même expliqué que ça ne servait à rien. L'OMS Genève a aussi expliqué que ça ne servait à rien de chercher. Ce qui était important, c'était de soigner les gens. On peut le considérer, sauf que ce n'est pas le même métier. C'est-à-dire que l'épidémiologiste, il est là pour essayer de trouver la cause des épidémies, en décortiquer les mécanismes et essayer de voir quelles sont les choses qu'il faudra faire à l'avenir pour éviter que ça recommence, et voire même comprendre les mécanismes pour orienter la lutte. C'est pas parce qu'on met un épidémiologiste sur le terrain qu'il ne faut pas soigner les gens. Au final, le gouvernement haïtien, qui avait déjà son idée sur l'origine de l'épidémie, parce qu'ils avaient déjà diligenté une enquête de leur propre service d'épidémiologie autour de la base qui était à proximité de Mirebalais, a demandé à l'ambassade de France d'envoyer un épidémiologiste. Et c'est comme ça que j'ai été mandaté pour enquêter, pas uniquement sur l'origine de l'épidémie, mais sur l'épidémie en général, son origine, son fonctionnement. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis retrouvé impliqué dans cette histoire d'épidémie de choléra tout à fait inhabituelle. Une fois sur place, en quoi a consisté votre travail? Je me suis mis à travailler avec mes homologues haïtiens, épidémiologistes, et ensemble, on a essayé de reconstituer l'histoire de cette épidémie jour après jour, avec des cartes successives pour regarder à quel endroit se trouvaient les cas. Et ça permettait de voir d'abord ce démarrage autour de Mirebalais, et ensuite cette explosion quelques jours après dans la plaine de l'Artibonite, puis ensuite cette diffusion vers l'ensemble du territoire haïtien. Ça permettait aussi de voir, parce qu'on est allé sur le terrain, que l'épidémie était encore plus grave que ce qu'elle pouvait apparaître au travers de ces données chiffrées, puisque énormément de patients dans les zones rurales en particulier n'arrivaient pas à temps dans les structures de soins. Donc il y avait des décès dans les communautés qui n'étaient pas comptabilisés. Lorsque vous arrivez en Haïti, les casques bleus ont été soignés? Officiellement, il n'y a pas eu de cas dans le camp. Officiellement, il n'y a même pas eu un seul cas de diarrhée
parmi les soldats, on a plus de 400 soldats qui sont arrivés. Dès qu'on voyage, on est quand même à risque d'attraper une diarrhée. En gros, on peut considérer que sur 400 personnes, au moins 20-25% dans les 2-3 premières semaines de leur séjour vont faire un problème de diarrhée. Là, on a une épidémie de constipation opiniâtre, puisque personne ne se plaint de diarrhée. Ça, c'est officiellement. Un journaliste américain que j'ai rencontré a enquêté sur ça et a pu interroger des Haïtiens qui travaillaient dans ce camp, qui, eux, indiquent que non seulement ils ont vu que les soldats paraissaient malades, qu'eux-mêmes sont tombés malades et eux-mêmes ont attrapé le choléra. Donc, il y a eu des cas de diarrhée et ça ne peut pas être autrement, sinon le fleuve ne peut pas être contaminé. Enfin, il n'y a pas une apparition ex nihilo du choléra. Si le fleuve, avec sa capacité de dilution, n'a pas empêché la contamination des gens, c'est qu'on a mis beaucoup de vibrio cholérés. Et c'est beaucoup de vibrio cholérés, ça veut dire des diarrhées, et beaucoup de diarrhées dans le camp militaire. L'ONU a fait une enquête sur ce qui s'est passé dans le camp. On ne sait pas ce qui s'est passé. L'équipe haïtienne qui enquête dès le début de l'épidémie n'a pas le droit de rentrer dans le camp. Et personne n'a eu le droit de rentrer dans le camp. C'est un secret défense, c'est comme on veut, donc on ne peut pas savoir. Mais très probablement, ils les ont soignés. On ne peut pas imaginer le contraire. Par contre, ils ne sont pas restés sans rien faire, pas tout à fait. Il y a eu des communiqués de presse pour expliquer que le camp était équipé de 7 fosses septiques, comme les 7 murailles de Jéricho, qui répondaient totalement aux critères environnementaux. Ensuite, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Il y avait en fait des tuyaux qui reliaient les fosses septiques à la rivière aussi. Comme ça, quand il y avait un trop-plein, ça se vidait. Alors la population du village en dessous s'en était plein. Ils les avaient enlevés, ils les avaient remis. Et au moment donc où l'épidémie démarre, il y avait ces tuyaux, c'était très gênant. Et il y a eu des travaux tout de suite, finalement, où ils peuvent avoir une réaction très rapide, où ils ont enlevé ces tuyaux. Donc il y a une vraie volonté d'effacer le maximum de preuves, mais ils s'y sont pris quand même un peu comme des manches parce qu'ils ont laissé en particulier la fosse septique en plein air et d'autres choses qui ont pu être visitées, photographiées et identifiées dans les mois qui ont suivi. Suite à votre expertise en Haïti, vous rédigez un rapport ? C'est drôle parce que ce rapport, je ne l'ai écrit qu'une fois rentré. Le jour de mon retour, c'est le jour des élections. J'écris le rapport dans la foulée et je l'envoie, en fait, je le communique à l'ambassade de France, à eux de le passer au ministère de la Santé haïtien. Je le communique à l'OMS parce qu'ils m'ont demandé un exemplaire du rapport. Ils devaient en parler avec moi, ça n'a jamais eu lieu. Et à MSF, qui, à l'époque, avait des informations aussi sur la manière dont l'épidémie était perçue, y compris au niveau français, puisque avant mon rapport, un autre rapport avait été fait, mais par l'ambassade de France, racontant la même chose, mais concluant quand même qu'officiellement, on ne savait pas d'où venait l'épidémie. Et il valait mieux pas trop le savoir, parce qu'il y avait les élections et le contexte de crise politique et de risque d'émeute. Je ne l'ai pas envoyé aux journaux ou quoi que ce soit, mais finalement, les 3 exemplaires en sont diffusés. Chacun se dit, envoie aux copains, tiens, regarde ce qui vient d'être écrit sur le choléra en Haïti. Et donc très vite, les journalistes mettent la main dessus et commencent à le décortiquer. Le fait de signaler la responsabilité de l'ONU, puisque c'est ce que j'explique dans le rapport, ne déclenche pas de problèmes supplémentaires, au contraire peut-être amène un premier éclairage qui va dissiper en partie ce mystère. Mais ça pose problème à l'ONU. Et dans les jours qui suivent, le secrétaire général de l'ONU
annonce la constitution d'un panel de spécialistes du choléra, spécialistes dont on ne peut mettre en doute la parole, etc., qui vont enquêter, faire une contre-enquête. Et donc cette contre-enquête a lieu, mais elle est menée par des gens qui sont justement, au départ, des tenants de la théorie environnementale avec le plancton, etc., et qui sont en lien très très étroit avec ces équipes américaines qui, durant tout le mois de novembre, ont expliqué que le choléra était apparu sur la côte lié à ces histoires environnementales. Malgré tout, je dois reconnaître qu'ils ont fait la moitié du chemin. La moitié du chemin, c'est qu'ils ont dit que ça n'a pas commencé le long de la mer, ça a bien commencé à proximité, dans le petit village, juste attenant au camp militaire près de la ville de Mirebalais. Ils ont fait un très bon travail sur l'état de la gestion des sanitaires de ce camp-là. Ils ont montré une fosse septique qui était cette fosse en plein air, avec des animaux qui circulent, des enfants qui peuvent rentrer, et la possibilité de contamination des cours d'eau en aval à chaque pluie. Donc ils ont montré tout ça. Par contre, ils ne se sont pas posé la question de comment le choléra était arrivé dans la fosse septique. Ils n'abordent pas ce sujet, c'est quand même un sujet essentiel, et ça permet à l'ONU de dire c'est un soldat peut-être, mais asymptomatique, qui n'a pas la diarrhée, et donc on ne pouvait pas savoir, et finalement ce n'est pas notre faute. Et pour ça, et là ça devient très embêtant pour la lutte, ils expliquent que le territoire haïtien est optimal pour la croissance de la bactérie. Et donc finalement, s'il y a du choléra en Haïti, c'est juste la faute à pas de chance. Et surtout, on ne pourra jamais s'en débarrasser, puisque le territoire haïtien est optimal pour la croissance de la bactérie et va constituer un réservoir. Et on est toujours en train de se disputer sur cette notion-là, qui a complètement bloqué la lutte contre le choléra. Voilà. Quelle est la stratégie de lutte contre le choléra ? Il a été considéré dès le début, dans les années qui ont suivi le début de l'épidémie, qu'il ne serait pas possible d'éliminer le choléra, puisqu'on ne peut pas maîtriser tout cet environnement. Et un plan de lutte est quand même écrit en 2012, on a quand même 3 ans dans l'épidémie déjà, qui dit, dès le début, l'objectif est d'éliminer le choléra, mais comme le choléra est dans l'environnement, on aura toujours des cas sporadiques. Et ce plan, finalement, repose sur l'idée suivante: quand Haïti sera riche, il n'y aura plus de choléra. Ou en gros, ça se schématise, mais la réalité, c'est que les objectifs du plan, c'était d'atteindre 85% d'accès à l'eau potable pour la population, 90% d'accès aux latrines, 80% d'accès aux soins, 90% des déchets de la ville de Port-au-Prince éliminés, et j'en passe, et des meilleurs. Et même dans la surveillance épidémiologique, il est dit il faut améliorer la surveillance épidémiologique du choléra, mais de toutes les maladies. Donc finalement, ce plan était en train de proposer un plan de développement. Chiffré à 2,2 milliards de dollars, c'est quand même une somme importante, qui en fait n'aurait jamais suffi à mener ce plan. Mais à la limite, quelle était l'importance, puisque personne n'a jamais voulu financer ce plan. On dit qu'il est financé à 18%, et encore, c'est même pas si clair que ça. Fin 2012, vous repartez en Haïti. Pourquoi ? J'ai pris la décision de retourner en Haïti. Je suis allé voir l'ambassadeur de France et il était totalement d'accord pour que on fasse le maximum pour aider dans la lutte contre le choléra et qu'on fasse les études nécessaires. Il avait déjà accepté de financer une étude qui a été faite par l'ANSES, donc l'Agence sur la sécurité de l'environnement en France, qui était venue en Haïti pour rechercher les vibrio cholérés, justement en particulier dans la plaine de l'Artibonite, et qui avait trouvé des vibrio cholérés, mais pas ceux qui provoquaient l'épidémie,
montrant ainsi que dans cet environnement, l'agent de l'épidémie était plutôt en mauvaise posture. Et que le vrai réservoir, c'était plutôt l'homme et les épidémies en cours. Le ministère des Affaires étrangères a accepté de financer une première étude pour regarder ce qui se passe en saison sèche, au moment où on voit beaucoup moins de choléra. Et là, c'était pas une surprise, on se doutait un peu de ça. Avec un collègue ici à l'hôpital qui s'appelle le docteur Rebaudet, on est allé enquêter, on s'est aperçu que les petites épidémies qui restaient à ce moment-là n'étaient pas du tout prises en compte. En fait, rien n'était fait pour lutter contre la transmission du choléra. Il y avait juste le traitement des patients quand ils arrivaient dans les structures de soins, mais c'est tout. Et de ce fait, ça permettait au choléra de tenir dans les périodes moins propices, parce que le choléra, du fait de sa transmission par les eaux de surface et par les écoulements, se transmet beaucoup mieux en saison des pluies qu'en saison sèche. Quels sont les moyens de lutte préventive contre le choléra? L'idée qu'on a émise à ce moment-là, c'était qu'à chaque fois qu'un patient arrivait dans un centre de soins avec le choléra, ou suspect de choléra, parce que c'est compliqué de confirmer, en tout cas pour chacun des patients, il fallait envoyer une équipe se rendre là d'où venait le patient, se rendre dans sa famille et déjà voir s'il y avait d'autres personnes malades, donner un traitement efficace contre cette bactérie, donner de quoi à la famille de quoi se protéger son eau, de quoi la traiter, faire éventuellement la même chose, en tout cas de la sensibilisation, et donner de quoi traiter l'eau dans les familles autour, et éventuellement, s'il y a une source d'eau commune, la protéger en mettant une personne faisant la chloration de l'eau directement à la source. C'est ce qu'on a voulu mettre en place, et on a pu le mettre en place grâce à une rencontre vraiment très productive avec le représentant de l'UNICEF à l'époque, qui s'appelait Édouard Becbéder, qui a tout de suite compris que c'était quelque chose de très important à mettre en place. Et on a eu une espèce de dualité. Le représentant de l'OMS était très sceptique. L'UNICEF, qui ne s'était pas sali dans la première histoire du choléra, qui n'avait pas du tout participé à cette opération de camouflage, au contraire, a trouvé l'idée très intéressante. Et c'est avec l'UNICEF qu'on a mis en place cette stratégie qu'on appelle maintenant alerte-réponse. Dès qu'il y a des cas, on essaye de répondre. Et cette stratégie, mise en place depuis 3 ans, elle a entraîné une baisse très très forte du nombre de cas de choléra. Malheureusement, comme souvent, quand le choléra a baissé, les financements ont diminué. Et cette année, on s'est retrouvé dans la situation où il n'y avait plus assez d'équipes sur le terrain pour faire le travail. Et on a eu une résurgence du choléra de manière assez importante au début de l'année jusqu'au mois de mai-juin. 6 ans après le début de l'épidémie de choléra, où en sommes-nous? Alors 6 ans après le début de l'épidémie, c'est le moment de faire un bilan. Officiellement, on est à 9000 morts. On est à 800 000 cas. Donc c'est quelque chose de phénoménal. Et on sait qu'on sous-estime et le nombre de morts et le nombre de cas. Et le choléra en Haïti, c'est quelque chose de tout à fait comparable au choléra sur l'ensemble de l'Afrique noire, sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. C'est quand même pas la même taille. Haïti, c'est 28 000 km², 10 millions d'habitants. L'Afrique subsaharienne, je ne saurais pas dire la surface, mais on est autour du milliard d'habitants. Enfin, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Y a-t-il eu un moment où les conditions climatiques auraient permis d'enrayer l'épidémie? Climatique ou dans le comportement de l'épidémie, il y a eu 2 moments. Le début de l'année 2012, quand on a passé ces grandes vagues épidémiques liées à cette contamination massive, ça a mis très très longtemps à redescendre à un niveau presque acceptable. C'est pas acceptable dès qu'il y a un cas de choléra, mais à redescendre à un niveau presque banal. Début 2012, mais rien n'avait été fait. Et il y a eu en 2014 une autre période d'accalmie très forte. Malheureusement, la mise en place de notre programme, notre stratégie,
était encore balbutiante. C'est compliqué de former des équipes pour intervenir sur l'ensemble d'un pays et trouver les financements. Il y avait besoin d'infirmiers haïtiens. On a créé ce qu'on appelle des équipes mobiles. Et ces équipes mobiles, il a fallu presque un an pour les créer. Donc au moment de cette accalmie, elles n'étaient pas là. Et en plus, pas de chance, il y a eu une très grosse épidémie de chikungunya vers le mois d'avril-mai 2014. Et cette épidémie de chikungunya a mis au tapis toutes les équipes d'intervention. Et il y a eu une période où il n'y avait plus du tout d'intervention alors qu'il y avait très peu de foyers. On court un peu après à la recherche d'une nouvelle période bénéfique. Et donc là, on arrive à contrôler, à limiter la casse. Et on espère peut-être qu'à la prochaine saison sèche, qui va commencer en décembre, janvier, on sera vraiment dans les conditions correctes. Mais pour ça, il faut des financements, appliquer le maximum d'outils, outre ces équipes de réponse aux alertes, s'appuyer sur la vaccination comme outil supplémentaire, parce que c'est loin d'être l'alpha et l'oméga dans la lutte contre le choléra pour des problèmes d'efficacité moyenne, on va dire, et améliorer l'accès à l'eau dans les endroits les plus touchés. 6 ans après le début de l'épidémie, quelle est la position de l'ONU? Ils ont beaucoup changé sur plusieurs points. Le premier point, effectivement, une reconnaissance du bout des lèvres. L'ONU a quelque chose à voir avec l'épidémie de choléra, le début de l'épidémie de choléra, et l'ONU devrait faire beaucoup plus, a une responsabilité morale de faire beaucoup plus contre le choléra. Il y a eu des procès faits contre l'ONU, mais l'ONU bénéficie d'une immunité totale. Alors, qui dit immunité ne dit pas qu'elle est complètement irresponsable. Normalement, on a une immunité qui protège les opérations de maintien de la paix, mais l'ONU est responsable de régler de manière loyale tous les litiges. Là, ce n'était pas tout à fait ce qu'on pouvait dire à propos de la manière de régler ce litige. Et un des rapporteurs, le rapporteur sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, a vraiment allumé l'ONU sur cette question-là, qualifiant d'irresponsable, de politiquement inacceptable la position de l'ONU qui était d'ignorer ce problème du choléra en Haïti. Parce que finalement, pendant très longtemps, l'ONU a ignoré ce problème. Donc maintenant, on est sur effectivement une organisation qui dit qu'il faut faire quelque chose, qui fait des appels au fonds pour demander de l'argent au pays, parce que l'ONU, d'un point de vue financier, c'est une boîte vide. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, enfin, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Et donc, un programme de l'ONU, c'est un programme payé par des pays. Il faut que les pays contribuent à ce programme. Donc, derrière l'ONU, il y a une nouvelle ligne de défense qui est que, avant qu'on ait des moyens corrects pour lutter contre le choléra, il faut que les grandes puissances s'en mêlent. L'ONU actuellement se trouve face à une grande difficulté, c'est qu'ils n'arrivent plus à être crédibles pour mobiliser des fonds et faire en sorte qu'on mette enfin les moyens pour lutter contre le choléra ou pour lutter d'ailleurs contre n'importe quelle calamité en Haïti. Je vais prendre juste un exemple. Il y a eu ce cyclone, le cyclone Matthew. L'ONU a fait un appel au fonds demandant 120 millions de dollars. Quand on sait qu'il y a plus d'1 million de sinistrés, c'est 100 dollars par sinistré, c'est finalement pas tant que ça. Ils ont perdu leur maison, il y a le problème de remettre l'accès à l'eau, il y a le problème d'alimentation, c'est rien finalement. Mais en fait, ils n'ont obtenu pour l'instant que 15 millions de dollars. Et là, c'est plus rien, c'est que dalle. C'est vraiment 15 millions de dollars pour lutter, pour compenser une catastrophe qui a fait, on va dire, 1 millier de morts, mais surtout plus d'1 million de sinistrés. C'est par personne, c'est rien. Et à la fin, il faut quand même compenser les pertes alimentaires, compenser les toits perdus, les maisons perdues, etc. Enfin, aider.
dans un pays qui est déjà victime d'une extrême pauvreté, et dans une des régions les plus pauvres de ce pays. C'est dire la difficulté à laquelle on se retrouve confronté maintenant. Y a-t-il une reprise du choléra suite au passage du cyclone? On a du mal à savoir parce que le système de surveillance marche pas très bien, enfin, a été pas mal désorganisé. Les centres de traitement de choléra, même, je crois 35 d'entre eux ont été détruits. Les communications téléphoniques ne sont pas bonnes, les villages sont plus ou moins coupés du reste du monde, donc on a du mal à avoir cette information. En même temps, je pense qu'on ne fait pas assez pour obtenir cette information et avoir des données bien précises sur la présence ou non du choléra dans ce contexte-là. De quoi parle le livre Deadly River? Deadly River raconte justement l'enquête que j'ai menée. Je ne suis pas l'auteur du livre. L'auteur du livre, c'est le professeur Ralph Frerichs, qui est un professeur de santé publique en Californie et qui s'est depuis toujours intéressé au choléra, aux épidémies, et qui, quand il a vu cette épidémie, a suivi ça d'extrêmement près. Et il est rentré en contact avec moi après mon rapport, et on a commencé à collaborer pour expliquer comment s'était faite l'investigation, et ensuite les obstacles auxquels j'ai été confronté au cours de cette investigation, et surtout par la suite. Et donc ça parle non seulement de choléra, mais ce que les Américains appellent cover-up, c'est-à-dire le maquillage en quelque sorte, le camouflage de la réalité par des opérations pour essayer de dissubstituer une autre réalité virtuelle plus acceptable pour l'ONU, c'est-à-dire en l'occurrence que le choléra était arrivé naturellement en Haïti. Donc ça raconte le comportement des uns et des autres face à une situation compliquée. Ça raconte la manière dont on est dirigé en réalité. Enfin, moi, c'est ce que je vois dans cette histoire. Je voudrais insister sur le travail que Ralph Frerichs a fait. C'est un travail extraordinairement documenté, parce que, évidemment, si les choses racontées peuvent être contestées, on va devant de grands ennuis. Donc, on a la chance Ralph et moi, d'être des scientifiques, donc d'avoir une démarche particulière permettant de croiser les sources, de vérifier, de maîtriser les outils qui permettent de confirmer. Et grâce à ça, le livre qui est sorti depuis le mois d'avril aux États-Unis a certainement énervé un certain nombre de personnes, je veux bien le croire, mais on n'a jamais eu de contestation sur le fait que les faits annoncés dans le livre soient faux. Et on a les preuves de chaque chose annoncée. Comment expliquer les réactions si tardives de l'ONU et que cela est tourné en combat scientifique? L'ONU, c'est d'abord effectivement caché derrière un certain nombre de théories scientifiques qu'il a rangées, et on l'a vu ensemble, c'est caché et même à favoriser ces théories en falsifiant un certain nombre de données. Quand je dis l'ONU, c'est plus précisément la Pan American Health Organization, ou OCHA, l'Office des coordinations des affaires humanitaires à l'ONU. Ça les a arrangés vraiment de faire du choléra une maladie arrivée un peu par hasard et liée à la pauvreté et aux conditions climatiques en Haïti. De ce fait, ça a retardé la mise en place d'une réponse ciblée sur le choléra, privilégiant plutôt une réponse de type développement général que de toute façon personne n'est à même de mettre en place en quelques années ou même moins de quelques dizaines d'années, où que ce soit. Pouvez-vous envisager l'élimination du choléra en Haïti? En théorie, sans aucun problème, si on se mettait à lutter correctement, sans aucun problème. Sauf que il n'y a pas de mobilisation. C'est fait avec
des financements très très insuffisants par rapport à l'ampleur du problème. Et donc tout le monde s'accommode de la présence du choléra. J'ai même l'impression que ça peut même arranger parce que ça fait des titres, ça fait des dons, ça fait donc des projets. Et ces projets, ça fait rentrer de l'argent, les gens peuvent vivre avec. Enfin, donc c'est pas forcément une calamité pour tout le monde. Et en tout cas, c'est pas du tout, ça n'apparaît pas être une priorité, ou jusqu'à ces derniers mois, ça n'apparaissait pas être une priorité. C'est quand après un cyclone de l'importance de Matthew, avec plus d'1 million de personnes qui sont dans le dénuement le plus total, on arrive à récolter que 15 millions de dollars, on se pose des questions sur comment faire pour qu'on se remobilise et qu'on en revienne à quelque chose de suffisant pour la lutte. Donc on pourrait l'éliminer, mais il faut une mobilisation, et je ne sais pas si on va l'avoir. Nous retrouvons le professeur Pierre Roux à son retour d'Haïti, où il s'est rendu suite au passage du cyclone Matthew qui a traversé les Caraïbes au début du mois d'octobre 2016 pour finir sur les côtes américaines. Le cyclone a dévasté le sud d'Haïti, où des vents extrêmement violents ont emporté la quasi-totalité des habitations. Le bilan fait état de 546 morts et de 1 400 000 sinistrés. Ces derniers manquent de tout, en particulier d'eau potable. Des cas de diarrhée sont rapidement notifiés. Ce cyclone intervient 6 années après le début de l'épidémie de choléra déclenchée en 2010, suite à l'arrivée des casques bleus népalais sur l'île. Vous rentrez d'Haïti, quelle est la situation sur place ? J'étais invité par des collègues pour participer à un symposium sur le choléra, les maladies infectieuses en Haïti. Et ça se passait juste dans le contexte du post-cyclone Matthew, parce que c'est à peu près un petit peu plus d'1 mois après le cyclone. Et dès la fin du cyclone, même les vents soufflaient encore, que déjà il y avait une campagne de presse pour pousser à faire des vaccinations contre le choléra, en expliquant que le choléra forcément allait donner une épidémie gravissime en Haïti après le cyclone et qu'il fallait absolument vacciner. En réalité, il y a eu une augmentation des cas de diarrhée, hein, ça c'est incontestable, mais beaucoup plus de diarrhée banale que de choléra. La proportion de choléra était très faible. Et au bout de 15 jours, les choses ont commencé à revenir vers la normale, avec l'intervention d'équipes qui allaient dans les villages pour aider à améliorer l'accès à l'eau ou la protection de l'eau à domicile simplement. Et quand même, début novembre, vers le 10 novembre, 8 novembre exactement, il y a quand même eu cette campagne de vaccination. Mais au lieu de la faire en 2 doses, comme on doit le faire normalement, c'est-à-dire qu'on donne une dose le premier jour, puis on revient 8 jours ou 15 jours après pour redonner une deuxième dose, pour retrouver les personnes évidemment. Là, ils ont décidé de ne faire qu'une seule dose, alors que l'efficacité est vraiment médiocre dans ces conditions, puisqu'on est à 40% d'efficacité. Pour quelle raison avoir limité les injections à une dose unique ? Je pense que c'était parce que c'était plus simple, pour tester en fait, pour voir si ça pouvait fonctionner, et parce que ça permettait aussi d'annoncer un plus grand nombre de personnes vaccinées, tout simplement. C'est une bonne communication. Est-ce suffisant pour la prévention ? 2 doses, ça va nous donner 60% d'efficacité et on sait que ça tient au moins 5 ans. Et une dose ? Une dose, ça n'a été mesuré jusqu'ici que sur les 6 premiers mois avec 40% d'efficacité. 40% d'efficacité, on n'est pas très loin de donner une illusion de protection. Or, les gens, quand ils sont vaccinés, ils se croient protégés, donc ils peuvent être... il y a un risque de se sentir protégé, donc de ne pas utiliser les mesures d'hygiène, etc. Sans se donner, parce que quand on vaccine sur 8 jours, 800 000 personnes, on n'a pas le temps de trop discuter avec les personnes. Donc sans se donner les moyens d'expliquer la protection contre le choléra, non seulement j'ai trouvé ça inadapté, mais en fait il y a beaucoup de gens en Haïti en particulier qui ont trouvé ça même non éthique. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce qui était peut-être le plus
Le plus choquant, c'est qu'il y a, pour justifier cette campagne de vaccination, eu des modèles qui ont été conçus, diffusés dans des réunions préparatoires, qui étaient basés sur des figures complètement montées, avec une carte d'Haïti, des zones entourées en disant à tel endroit il y aura une épidémie de telle sorte, avec une figure de l'épidémie attendue. Et en réalité, ce n'était pas le fruit d'une modélisation, c'était juste une sorte de Photoshop, de photomontage, pour pouvoir emporter la décision des experts. Cela revient à dire que la campagne de vaccination n'a pas eu lieu dans les zones où elle était nécessaire? Elle n'a pas eu lieu de la manière dont elle aurait dû avoir lieu. Idéalement, on aurait dû d'abord être sûr que les endroits qui ont été ciblés par la vaccination avaient vraiment du choléra. Et donc le choix des communes s'est fait sans avoir d'informations sur la présence du choléra ou simplement de maladies diarrhéiques non liées au choléra qui ne sont pas du tout accessibles à cette vaccination. Donc ça, c'est la première chose. On aurait dû s'assurer qu'on vaccinait bien là où il y avait de la transmission du choléra. La deuxième chose, c'est qu'il aurait fallu accompagner cette campagne de vaccination de messages extrêmement clairs sur l'hygiène des mains, sur la nécessité de protéger son eau. Il aurait fallu l'accompagner de distribution de produits pour chlorer l'eau, par exemple. Et puis la troisième chose, de faire 2 doses et pas une seule. Et ça n'a pas été fait comme ça. Quel est l'intérêt de vacciner au mauvais endroit? Ce cyclone a frappé la pointe sud d'Haïti, qui n'est pas la zone de persistance de choléra en Haïti. Donc effectivement, avec le cyclone, il y a eu un certain nombre de cas de choléra, on ne peut pas le nier, mais une réponse centrée sur l'apport en eau, la chloration à domicile, etc., avait déjà obtenu les résultats nécessaires. Et donc, ayant à disposition 1 million de doses de vaccins qui venaient d'arriver, on aurait très bien pu utiliser une partie ou la totalité de ces doses pour cibler sur la zone touchée par le cyclone et sur d'autres zones les foyers les plus rebelles en quelque sorte de choléra, là où il est plus difficile d'arrêter la transmission. Ça aurait été un outil en plus. Ça aurait coûté plus cher? C'était plus compliqué peut-être. C'est plus facile de donner une dose à 800 000 personnes que 2 doses à 400 000 personnes, par exemple. Puisque c'est à peu près le nombre de doses qui ont été distribuées. Et donc il reste en réserve quelques 200 et quelques 1000 doses. Mais c'est plus compliqué parce qu'il faut retrouver les personnes. Donc il y a plus de travail de recensement en quelque sorte à faire. Peut-on mesurer l'effet de cette vaccination à dose unique? On ne saura jamais, parce qu'il a été donné de toute façon en queue d'épidémie à un moment où la transmission était maîtrisée par d'autres outils. Alors l'intérêt d'avoir fait ça, pourquoi tant de monde s'est attaché à continuer cette campagne alors que le choléra était déjà en train de diminuer, c'est quand même un magnifique outil de communication. Dire qu'on vaccine 800 000 personnes, c'est faire sous-entendre qu'on protège 800 000 personnes, mais je vous ai dit, avec 40% de protection, ce n'est pas le cas. Et même protéger 800 000 personnes, dans l'esprit des gens, c'est presque éviter 800 000 cas de choléra. Donc ça devient vraiment quelque chose d'extrêmement porteur d'un point de vue communication. Si bien que non seulement... alors tout le monde y avait intérêt, bien sûr les firmes de vaccination, les différents groupes, en particulier la fondation Bill et Melinda Gates, qui favorise la vaccination, avaient vraiment intérêt à ce que ce soit fait. Ça a donné en plus, c'était un champ d'expérimentation, un certain nombre d'ONG faisant par ailleurs des études scientifiques avaient intérêt à le faire pour pouvoir ensuite publier leurs résultats. Et d'ailleurs, aussitôt après la campagne de vaccination, il y a eu des projets de recherche déposés, lesquels finalement ont été refusés par le comité d'éthique parce qu'il y avait cette confusion entre réponse à l'urgence d'un côté et lobbying pour
faire une campagne de vaccination selon un protocole nouveau qui n'avait jamais été testé dans ces conditions-là. C'était l'intérêt voilà, de tous ces acteurs de terrain de le faire, parce que ça permet de communiquer dessus. Et c'était aussi l'intérêt de l'ONU, de l'OMS, même de l'UNICEF, que de montrer qu'ils étaient sur le terrain, qu'ils avaient une réponse qui plaît tellement au public. La réponse vaccination plaît beaucoup dans les pays en développement, c'est très bien. Ils ont beaucoup communiqué là-dessus et ils ont dit, voilà, on fait quelque chose. Or, on était juste au moment où l'ONU était en train de commencer à reconnaître sa responsabilité dans l'épidémie de choléra. Donc montrer que quelque chose est fait pratiquement sur le terrain, c'est d'autant mieux. Quel est le risque principal de cette vaccination partielle? On perd sur le terrain du comportement ce qu'on gagne sur le terrain de l'immunité. C'est un problème d'explications qui vont avec. Toujours est-il que c'est en tout cas pas la manière qui est préconisée pour utiliser le vaccin. Pourrait-on imaginer faire ce type d'expérimentation sur les populations en France? On ne la jouerait pas comme ça en France, ça c'est clair. Jamais en France on pourrait se permettre de faire de cette manière-là, parce qu'il y aurait forcément une bronca. Si ce n'est pas la dose, si ce n'est pas le protocole qui a été validé, on ne le fait pas. Enfin, j'espère. Je ne sais rien, mais j'espère quand même. Mais c'est inacceptable. En France, ce serait inacceptable. Quels sont les moyens mis à disposition de la lutte contre le choléra? On n'a jamais eu des moyens constants, en fait. Et c'est la principale faille de la lutte, c'est qu'elle est envisagée comme une situation d'urgence à répétition. Donc on fait tout ce qu'il ne faut pas. On est tout le temps dans le caritatif, humanitaire. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de malades, il y a des morts, alors on peut intervenir. La situation s'améliore, au lieu de profiter de ça pour stopper totalement la transmission, eh bien, les moyens n'étant pas sur place, on ne peut rien faire. Ça tient aussi à la situation, on va dire, légale de cette histoire. Le choléra a été amené donc par des casques bleus. C'était lié à une gestion mais calamiteuse de leurs toilettes, de l'assainissement. Leurs fosses septiques finissaient dans l'eau, finalement, dans l'eau des rivières, que les Haïtiens étaient contraints de boire parce qu'il n'y a pas d'eau potable partout en Haïti. De ce fait, si l'ONU avait vraiment été considérée comme responsable, éliminer le choléra n'aurait pas été une question d'appel à la charité des pays ou à la charité des citoyens, mais une question de responsabilité de la communauté internationale. On aurait dit, bon, il faut, par exemple, l'ONU a considéré qu'il fallait 400 millions pour les 2 prochaines années de lutte. 400 millions, mais aussi ça pouvait, enfin c'est en fait 200 millions pour la lutte et 200 millions pour faire quelque chose en faveur des communautés les plus touchées. Il faut savoir qu'il y a eu 10 000, officiellement environ 10 000 morts, mais en fait beaucoup plus. Donc si on avait été dans un contexte de responsabilité, on ne serait pas là à dire aux pays, écoutez, donnez, etc. Et les pays répondent, mais c'est pas de l'humanitaire, ça dure depuis 6 ans, c'est chronique, c'est endémique, ça sert à rien. Et on se retrouve finalement, chaque fois que la solution est apportée, de se battre non pas sur le terrain, mais auprès des bailleurs de fonds pour leur dire, continuez à donner. Et évidemment, comme eux n'ont pas de responsabilité, par exemple, ECHO, qui est l'Union européenne, l'organisme d'aide humanitaire de l'Union européenne, n'a aucune responsabilité dans cette histoire-là. Mais pourtant, c'est le principal contributeur. C'était le principal contributeur à la lutte contre le choléra et à cette stratégie de réponse aux épidémies, via l'OMS et via l'UNICEF. Seulement ECHO au bout de 5 ou 6 ans, on dit mais c'est plus de l'humanitaire. C'est quelque chose qui nécessite des plans long terme, mais c'est plus nous. Et à ce moment-là, on n'a plus les financements. Et comme il ne s'agit pas de
de refaire des tuyauteries de grandes villes, même si c'est nécessaire, mais simplement d'envoyer des équipes sur le terrain sur des débuts d'épidémie, eh bien, ces équipes ne sont pas envoyées, le choléra reprend de la force. C'est ce qui s'est passé de manière cyclique depuis plusieurs années. Peut-on éradiquer le choléra en Haïti ? Si on faisait bien, oui. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne fait pas encore ce qu'il faut. Et la saison sèche, c'est pas qu'elle se rapproche. On est dans la saison sèche depuis un mois, il nous reste 2-3 mois de saison sèche. Le temps, le chronomètre est déjà en route. C'est une course contre la montre. On part plutôt bien, parce qu'il y a eu justement, après le cyclone Matthew, plus d'activité sur le terrain, mais la surveillance n'est pas au niveau, le diagnostic n'est pas au niveau. La réponse fait ce qu'elle peut, mais dans ce contexte-là, elle peut rater une zone d'intervention. Et les vaccins, ils ont été utilisés dans le contexte qu'on a vu. Peut-on considérer que l'ONU a pris ses responsabilités par rapport à cette épidémie ? On peut considérer que l'ONU n'a pas pris ses responsabilités par rapport à cette épidémie. Elle a juste dit, il faudrait faire quelque chose et on va faire appel à la générosité des pays ou des personnes riches. Comment expliquer cette absence de prise de responsabilité ? Il y a à l'ONU un département des affaires juridiques qui est très inspiré par le mode de règlement des litiges qui existe aux États-Unis, c'est dans lequel un avocat dira qu'il ne faut jamais rien reconnaître. Il faut laisser à la charge de l'accusation le soin de prouver ce qui est à prouver. Mais en face, il n'y a pas grand-chose. En face, il y a quelques avocats d'un bureau d'avocats indépendant qui a des moyens limités. Le pays, Haïti, n'a jamais fait de poursuite contre l'ONU. Donc c'est une bataille un peu déséquilibrée. Et puis, il n'y a jamais eu d'enquête de police, il n'y a jamais eu un magistrat qui a essayé d'interroger, je ne sais pas moi, les militaires ou les chauffeurs de l'entreprise chargés d'évacuer les matières fécales ou qui que ce soit. Donc il n'y a jamais eu d'enquête et l'ONU essaye simplement de dire il y a toujours un doute. De toute façon, la seule chose qui a été faite, le seul côté qui a été exploité, en fait, le seul outil, c'est l'outil scientifique. C'est une investigation épidémiologique que j'ai menée avec de différentes équipes. Il y avait une équipe haïtienne qui l'avait faite, on a complété. Et ensuite, une sorte de preuve ADN avec, en comparant l'ADN de la souche trouvée en Haïti et celle dont on suspectait l'origine au Népal pour s'apercevoir que c'était exactement la même. Donc les scientifiques ont amené un certain niveau de preuves. On a eu la possibilité d'interroger les soldats, savoir s'ils ont été malades. Personne n'a jamais eu la possibilité de faire des prélèvements autres que ceux faits par l'ONU, dont on n'a jamais vu les résultats et la méthode pour voir ce qui se passait. Il reste sur l'idée qu'il ne faut pas reconnaître officiellement. Ce que Ban Ki-moon a dit, c'est que l'ONU a quelque chose à voir avec le début d'épidémie, à nous d'interpréter ça, et qu'il s'est ensuite excusé parce que l'ONU n'en a pas fait assez pour lutter contre l'épidémie. C'est pas pareil que de dire c'est notre faute. Mai 2017. La saison sèche est terminée. Grâce au travail en Haïti des équipes de réponse aux alertes, l'épidémie de choléra est au plus bas depuis son déclenchement en 2010 mais n'est pas totalement vaincue, laissant craindre une reprise épidémique en cas de baisse de vigilance. Malheureusement, les budgets ne sont toujours pas alloués sur le fond. Il est urgent de donner l'accès à l'eau potable à toute la population. Les biologistes attendent toujours l'équipement d'un laboratoire et les médecins des crédits pour les traitements dans les centres de soins.